Fréquence ESJ. Bonsoir à toutes et à tous, 20h sur Fréquence ESJ et tout de suite c'est 20h l'invité. Ce soir nous recevons la députée La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris, Danielle Obono. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Yanis Darras reviendra sur les élections européennes qui auront lieu en mai prochain. Hugo Franceschi abordera avec vous aussi la grève des enseignants qui a eu lieu hier. Et dans quelques minutes, Lucas Pierre évoquera avec vous votre parcours et vos idées. Réagissez, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h, c'est sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. On commence tout de suite avec le mot du jour, Danielle Obono, et aujourd'hui ce sera le mot 13 novembre, c'est la date d'aujourd'hui. Il y a 3 ans maintenant, la France et Paris étaient attaqués. Le bilan, c'est 130 morts et plus de 350 blessés. Un hommage national a été rendu aujourd'hui avec un cortège qui reliait les 6 lieux des attentats à Saint-Denis et à Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo et le maire de Londres Sadiq Khan étaient présents pour cet hommage national. Et pour la première fois, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas assisté à la cérémonie. Notre journaliste Patrick Urban était hier à la rencontre d'une des survivantes de l'attentat au Bataclan et elle a fait part de sa frustration concernant cette absence du président. On l'écoute. Je pense quand même qu'il y a un manque de respect de sa part. Je comprends très bien qu'il veuille sortir de cet esprit victimaire, mais je crois qu'il a pas assimilé le fait qu'on est des survivants, qu'on est des combattants et qu'on est des gagnants et pas des perdants. Danielle Obono, est-ce que vous auriez aimé, vous, qu'Emmanuel Macron assiste à cet hommage national ? Écoutez, je vais pas chercher une polémique. Je pense que nous y avons été en délégation du groupe de la France Insoumise et je pense que les institutions, à travers le Premier ministre, mais aussi également l'hommage qui a été fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui, traduisent et doivent traduire le respect qui est dû et la commémoration qui est nécessaire de ce qui s'est passé. Donc on en restera là. Enfin, je pense que toutes celles et ceux en responsabilité aujourd'hui ont pris les leurs et il faut avant tout se rappeler que assurer en tant que parlementaire, c'est assurer aussi les suites et l'accompagnement des victimes blessées, de leurs familles. Justement, les victimes. Et maintenir ça, je pense que c'est avant tout, si on doit avoir un débat ou une discussion et des exigences en plus de la commémoration, c'est de permettre ça, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je sais que mon collègue Stéphane Peu est très engagé sur la question, parce qu'il était... Les victimes parlaient aujourd'hui, disaient que c'était un parcours du combattant. Exactement. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, ça fait partie des propositions qui ont été faites, je crois. Donc je parle là en essayant de me rappeler ce qu'avait proposé, que nous avions appuyé notre collègue Stéphane Peu là-dessus, sur une meilleure prise en charge de toute façon des victimes dans un accompagnement administratif, social, de santé aussi, parce que ça a toujours des répercussions. 3 ans après, il y en a qui sont toujours pas indemnisés. Exactement. Donc voilà, il faut... Nos responsabilités, c'est pas simplement la commémoration et l'hommage symbolique, même s'il est important, mais aussi matériellement de pouvoir continuer à accompagner toutes ces personnes. Il y a à Saint-Denis, je sais que l'accompagnement est suffisant aujourd'hui ou il reste à améliorer ? Non, puisque il y a encore des gens qui ne le sont pas, et donc ça, c'est au-delà des propos et des paroles de reconnaissance qui sont importants. Il faut que les actes suivent, et je pense que en tout cas en tant que parlementaire, c'est ça qu'on doit, c'est ce dont on doit s'assurer et faire en sorte que tous les services aient les moyens de pouvoir accompagner. Merci Danielle Obono. Fréquence ESJ. Il y a une petite tradition ici, Danielle Obono, c'est de faire le portrait de notre invité d'une manière un peu particulière, et c'est Camille Garcette qui s'en occupe. Bonsoir Camille. Bonsoir Garance, bonsoir Danielle Obono. Bonsoir. On est parti tout de suite avec votre portrait, donc d'une manière assez spéciale, vous allez le découvrir immédiatement. Danielle Obono, politique ou polémique, faut pas s'y frotter à chaud, un peu comme un porc épique. Autant sur les réseaux que dans le paysage médiatique. Fréquence ESJ Radio, on essaiera d'être critique. Arrivé en France, âgé seulement de 10 ans, un choc face au racisme et aux gens médisants. Né au Gabon, vous prenez vite le rythme de la politique française, vous comprenez l'algorithme. Depuis récemment, sur le devant de la scène, en moins de 2 ans, trop de paroles incertaines. En politique, il faut assurer sa propre éthique. Je vais faire comme vos adversaires,
adversaire. Vous lancez des pics, commençons avec un épisode surprenant. Vous demandiez une indemnité pour votre logement, pas suffisamment de moyens, c'était donc votre argument. J'ai eu le droit à une baisse alors que je suis étudiant. J'hésite entre maladresse et provocation. Faire des télés, n'en est pas votre vocation. Vous avalez des problèmes avec votre famille politique. Pendant un moment, écarté de la France insoumise. Des paroles controversées que certains n'avalent pas. Se dire ne pas être Charlie en politique, ça passe pas. Engagé contre le racisme et l'homophobie, c'est dommage, c'est ce que défendait notre feu Charlie. Difficile d'être noir au gouvernement. On a vu avec Taubira le nombre d'acharnements en politique française. Dur de faire sa place, les déclarations, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Musicalement, j'aurais pas trop d'avis, mais bon, c'est un portrait qui est fait pour, on va dire, lancer la discussion. Disons que on va aller un peu plus loin que... Vous aurez le temps de vous défendre sur les sujets que j'ai abordés. Mais je savais pas que j'étais en accusation pour avoir besoin de me défendre, mais si on doit aller au fond des choses, et prenons le temps, puisqu'on a le temps de ne pas s'arrêter justement. Malheureusement, souvent dans les médias, de s'arrêter... aux fausses polémiques. Nous, on assume, y compris la dimension du débat, la nécessaire dimension de débat, de polémique au sens politique, et qui fait aussi la valeur de cette responsabilité. Donc, on n'a jamais refusé de confronter nos idées, de les assumer jusqu'au bout. Mais les fausses polémiques qui font perdre du temps et qui, en fait, servent plutôt à faire du parasitage de la pensée. Mais vous comprenez quand même que quand on tape votre nom, c'est ce qui ressort. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais ça, c'est aussi de la responsabilité. Bien sûr. Du devoir d'information, c'est-à-dire choisir de sélectionner tel ou tel aspect et le passer en boucle. Je ne crois pas que ce soit une information... Vous aurez le temps de vous défendre un peu plus tard dans l'émission. Effectivement, dans quelques minutes. Merci Daniel Obono, merci Camille Garcette. Fréquence ESJ. On s'intéresse maintenant plus concrètement à vos idées, Daniel Obono, et à votre parcours avec Lucas Pierre. Bonsoir Lucas. Bonsoir Garance Amespil, bonsoir Daniel Obono. Alors pourquoi avoir choisi la France Insoumise ? Parce que je suis en accord et j'ai participé à élaborer le programme qu'on défend, je pense que le problème c'est le socle. Mais qu'est-ce qui vous intéressait concrètement dans la France Insoumise ? C'est quoi qui vous intéressait, qui vous a attiré ? En fait, je fais partie de ce mouvement-là, de cette sensibilité depuis quand même un certain nombre d'années. Je suis une militante depuis maintenant assez longtemps. Oui, justement. Et c'est un engagement, on va dire, c'est la continuité de mon engagement politique et des analyses politiques que je fais sur la société et sur ce qu'il faudrait faire pour changer les choses réellement. Et donc, voilà, j'étais engagée dans des mouvements sociaux, des mouvements étudiants. Je me suis engagée dans des organisations politiques. Mais justement, et c'est un parcours d'engagement qui aujourd'hui se traduit par une responsabilité, mais voilà, qui reste d'abord... Mais pourquoi avoir commencé la politique, justement ? C'est... Par sentiment d'injustice sur ce qui se passait à l'autre bout du monde comme près de chez moi, par volonté de changer les choses, en étant inspirée. Moi j'ai commencé à militer autour des questions altermondialistes, attaques, et puis par sentiment à travers la grande période des mouvements du mouvement altermondialiste avec des rassemblements à Millau, de voir en fait ces mobilisations de milliers de personnes dans lesquelles je me retrouvais, les idées qui étaient partagées, et donc et d'ailleurs, je me suis sentie inspirée par ça. Vous êtes rapidement dirigé vers des mouvances politiques très à gauche. Vous avez été soutien de José Bové, vous avez été à Socialisme par en bas, la Ligue communiste révolutionnaire, vous avez été aussi au nouveau parti anticapitaliste. Et sur internet, on vous colle aujourd'hui l'étiquette du courant de pensée trotskiste. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est une sensibilité politique de la gauche radicale qui s'est construite au XXe siècle contre, en particulier pour préserver l'idée du socialisme et contre le stalinisme. Et oui, les premiers militants politiques que j'ai rencontrés faisaient partie d'une des nombreuses fractions, parce que ça c'est aussi l'histoire fantastique du XXe siècle et de l'extrême gauche. On dit à partir de 3, quand on est trotskiste, on fait une fraction, mais voilà, et ça m'a appris plein de choses en termes politiques. Ça m'a appris le marxisme, ça m'a appris comment essayer toujours d'être dans le mouvement et dans les mouvements de masse.
Et voilà, c'est quelque chose que j'assume et qui fait partie de la députée que je suis aussi. Et vous faites partie, je ne sais pas si vous faites toujours partie du groupe d'amitié France-Bangladesh. Oui, j'en suis d'ailleurs la présidente. D'accord. Et concrètement, à quoi ça sert ? Ça sert un peu à ce qu'on arrive à en faire, en fait, les groupes d'amitié. Officiellement, c'est pour... développer des relations diplomatiques. Voilà, de parlementaires, pas diplomatiques, parce que la diplomatie est du ressort du Quai d'Orsay et de l'exécutif, mais de parlementaire à parlementaire. Et puis, quand il y a justement des officiels de ces pays qui viennent, on les reçoit à l'Assemblée nationale et en tant que président d'un groupe d'amitié, on peut les recevoir. Après, c'est surtout aussi l'opportunité d'abord de découvrir des pays, des traditions politiques, et puis de mettre en lumière différents aspects. Et donc voilà, c'est aussi utile qu'on essaie de le rendre être président. Alors, d'un groupe sur Wikipédia, qui reste ce qui est, mais justement vous allez pouvoir vous défendre ou pas, on trouve des termes qui vous décrivent politiquement. Alors on va jouer un peu en quelque sorte. Je vais vous demander de simplement répondre par oui ou par non pour savoir si ces affirmations sont vraies. Est-ce que vous êtes altermondialiste ? Vous en avez parlé tout à l'heure, donc j'imagine que oui. Oui, ça fait partie des sensibilités. Ouais. Afroféministe ? Oui, aussi. Et du coup, pourquoi pas simplement féministe ? Pourquoi précisément afroféministe ? Parce que c'est revendiquer une particularité qui est une dimension du combat politique à l'intersection entre l'antiracisme et le féminisme. Parce que voilà, ça fait partie des combats dans le mouvement féministe de pouvoir aussi tenir compte de la pluralité des dominations. Et donc voilà, c'est... Mot suivant, anti-impérialiste. Aussi, oui. Est-ce que la France est un pays impérialiste ? Oui. C'est une des premières puissances au monde, des premiers, troisième, je crois, maintenant, vendeurs d'armes au monde, 3e ou 4e, donc oui, qui a une armée présente aujourd'hui largement à travers la planète. Et qui continue à avoir des pratiques de prédation, de domination, d'exploitation par divers biais. Lesquels ? Par exemple, par les accords dits de libre-échange qui sont conclus avec un certain nombre de pays à travers l'Union européenne et qui participent à la dévastation des agricultures, mais aussi des services de nombreux pays du Sud, notamment à travers ces grands groupes publics, y compris qui se substituent à travers des filiales au développement dans ces pays-là de services publics propres et d'une autonomie. Donc malheureusement, oui, c'est encore le cas. Dernier mot maintenant, panafricaniste. Oui aussi, parce que je suis... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que c'est une tradition, une sensibilité politique qui aspire à ce que les peuples africains puissent se libérer des nombreuses formes d'oppression, qu'elles soient d'impérialisme dominant occidentaux ou autres, mais aussi de leur propre, on va dire, classe dirigeante qui ne respectent pas leurs droits et qui ont, on va dire, qui ont trahi les idéaux des luttes de libération nationale. Donc voilà. Alors, sur la laïcité, vous dénoncez la loi de 2011 qui interdit à quiconque d'avoir le visage entièrement couvert dans l'espace public. Pourquoi est-ce que vous le dénoncez, ça ? Parce que je pense que c'est une remise en cause des libertés fondamentales. Mais ça veut dire que n'importe qui pourrait avoir le visage couvert en lieu public. Ça vous dérange pas ? Mais il y a déjà des dispositifs qui permettent, pour un certain nombre de raisons précises, et qui encadrent, voilà, pour des causes de troubles à l'ordre public, mais ce sont des dispositifs exceptionnels et voilà, je fais partie d'une tradition progressiste et libérale en ce sens-là qui est, et dont d'ailleurs en tant que député, en tant que parlementaire, en tant que membre de la commission des lois, notre responsabilité c'est d'encadrer et de garantir l'équilibre des pouvoirs et faire en sorte que par exemple l'exécutif ne puisse pas restreindre les droits individuels, et là c'est vraiment une question de liberté fondamentale et de droits individuels. Merci Daniel Obono. Merci Lucas Pierre, merci Daniel Obono. Fréquence ESJ. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Dans quelques instants, nous aborderons les élections européennes avec Yanis Darras, et Hugo Franceschi reviendra sur la grève des enseignants qui avait lieu hier. Mais tout de suite, on écoute The Middle de Gavin James. Fréquence ESJ.
20h18 sur Fréquence ESJ. Nous sommes jusqu'à 21h avec Danièle Obono, la députée La France Insoumise de Paris. Vendredi dernier, les enquêtes sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon ont été confiées à des juges d'instruction. Les députés La France Insoumise, dont vous faites partie, Danièle Obono, réagissent plutôt bien à cette annonce. On en parle avec vous, Lucas Pierre. Pourquoi est-ce que vous êtes content de cette annonce ? Pas content, mais c'était une demande pour permettre vous avez fait la accès. Demande ? Oui, les avocats, l'ensemble des avocats qui suivent ce dossier avaient fait la demande lors d'une conférence de presse il y a quelques semaines que un juge d'instruction puisse être nommé afin de pouvoir avoir accès aux pièces tout simplement du dossier. Pourquoi ? Parce que la manière dont l'enquête a été menée, les perquisitions ont été menées, ont fait qu'on a moins de droits pour la défense de savoir exactement quelle est la nature. Et d'ailleurs, donc concrètement, ce que ça change pour vous, c'est plus de droits. Oui, simplement de garantie, de pouvoir savoir ce qu'il y a dans le dossier, s'il y a quoi que ce soit, parce qu'un des arguments au tout début, parce que je pense que cette réaction-là de nommer un juge d'instruction, elle est due aussi au fait qu'il y a quand même quelques semaines, la procureure de Paris expliquait que c'était une enquête préliminaire parce qu'il n'y avait rien dans le dossier. Elle l'a dit explicitement. Elle n'a rien dit sur le fait que des éléments des perquisitions se sont retrouvés dans la presse. Donc il y a eu quand même une violation du secret de l'enquête. Ça n'a pas posé question, mais elle assumait le fait qu'il n'y avait rien. Donc désormais il y a un juge, ce qui permet de retrouver le cours normal. Nous préférons cette procédure-là parce qu'elle donne plus de garanties. Vous n'avez pas confiance en la justice de la défense. Vous n'avez pas confiance en la justice ? Nous demandons de pouvoir avoir accès à la justice telle que tout judiciable devrait pouvoir avoir accès à la justice. Je pense que la justice, non, ça clairement sur ces deux dossiers-là. Encore une fois, je ne sais pas si peut-être vous allez m'apprendre une nouvelle aujourd'hui, mais aujourd'hui, aucun des 16 autres personnes qui avaient été dénoncées dans le cadre des affaires des assistants parlementaires n'a subi le type de perquisition que notre mouvement a subi. Aucun des 5 comptes de campagne des principaux candidats, en tout cas des 5 premiers, n'ont subi ce type de perquisition. Donc il y a un des éléments que nous avons mis en avant, notamment, mais pas que, c'est la disproportion et l'inégalité par rapport à ce qui n'est pas fait justement pour d'autres. Donc vous avez l'impression d'avoir été traité différemment de n'importe quelle personne, même dans cette histoire ? Ah oui, bien sûr, c'est le cas. Et d'ailleurs... tout de même, quelques magistrats l'ont reconnu qu'il y avait une disproportion dans les moyens de l'enquête. Enfin, figurez-vous quand même que là, on a mobilisé, on a compté jusqu'à une centaine d'officiers, d'agents de police judiciaire d'une brigade spéciale qui est censée travailler au délit financier, à la délinquance financière. Près d'une centaine, c'est-à-dire pendant des semaines, on les a mis sur ce dossier-là, alors même qu'on nous explique que il n'y a pas, alors qu'il y a eu des suppressions de postes à Bercy sur la délinquance financière, donc il n'y a pas assez de gens pour aller chercher les 80 à 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale, mais on a mis 100 personnes pour aller faire plus d'une quinzaine de perquisitions, etc. Donc oui, mais on parle d'élections de compte de campagne, d'élections présidentielles. Oui, mais parlons des comptes de campagne. Et nous, on l'avait dit dès le départ. Jean-Luc Mélenchon, sur la question des comptes de campagne, a dit à partir du moment où, encore une fois, c'était sur une dénonciation. Là, on parle aussi, il n'y avait pas de fait. Il y a une dénonciation qui demandait à ce que tous les comptes soient effectivement revérifiés. Mais ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, le seul compte qui a fait l'objet du signalement de la part du président de la commission des comptes de campagne, par ailleurs augmenté à la suite de son travail phénoménal, puisqu'il y a une procédure qui porte sur un compte qui a été validé par ce même président. Donc on pourrait se poser la question, mais il signale, c'est le seul compte qui est signalé, les 4 autres qui ont coûté quand même plus cher. Encore une fois, il y a le compte de monsieur Benoît Hamon tout de même qui a fait 3 mois de campagne, dépense encore plus. Ça ne pose pas de problème. Les ristournes jusqu'à 100%. Il y avait déjà eu des doutes qui étaient évoqués par les commissions. Mais du coup, il n'y a pas eu de signalement et le procureur ne s'est pas saisi de cette question pour faire une enquête. Les ristournes jusqu'à 100% qui ont été d'ailleurs découverts par des journalistes, là,
pas de signalement, rien. Donc oui, il y a clairement un 2 poids 2 mesures qui est inacceptable et le choix de parasiter et de mettre la pression sur le principal groupe d'opposition. Mais juste un élément sur cette question-là. Rapidement, il y a ces 3 dimensions, la disproportion, le fait que c'est une attaque politique, mais quand même, on est aujourd'hui un groupe d'opposition, le principal groupe d'opposition, dont toutes les données, dont les fichiers des adhérents sont aux mains de l'exécutif. Et ça, c'est aussi un problème. On parlait de liberté, de droits fondamentaux. Ça, c'est un problème dans n'importe quel autre pays. Tout le monde sauterait au plafond, on se dit mais c'est quoi cet État où les groupes d'opposition ont leurs fichiers qui sont aujourd'hui aux mains du pouvoir. C'est la France, et voilà pourquoi la justice aujourd'hui pose question. Merci Daniel Obono. Merci Lucas Pierre, merci Daniel Obono. Fréquence ESJ. Aujourd'hui était discuté à l'Assemblée nationale le volet éducation du budget 2019 proposé par le gouvernement. Pourtant, les mesures envisagées par le ministre Jean-Michel Blanquer ont provoqué hier la bronca de l'ensemble des syndicats d'enseignants. On voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Daniel Obono. Avec 15% d'enseignants grévistes hier, est-ce qu'on est vraiment crédible pour combattre une réforme du gouvernement ? On est crédible quand on est enseignant, quand on est CPE. Même quand on n'est que 15% quand on est tous les jours confronté à la baisse des moyens, au surchargement des classes, quand on passe sa vie parce qu'on est engagé et qu'on croit à son métier et que tous les jours on a l'impression de vider la mer avec une cuillère parce qu'en fait on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut, je pense qu'on est légitime à exiger mieux. Pourquoi ils sont si peu à manifester alors ? Et parce que c'est un mouvement qui commence, parce que il y a eu depuis un certain nombre d'années une telle dégradation qu'il y a pas, il y a beaucoup de pessimisme, un manque de mobilisation. Mais bon, ça c'est comme tous les mouvements, voilà, ça commence jamais. Parce que là, il y a eu qu'une journée de grève qui a été déclarée. Oui, et donc ça s'appelle un mouvement social qui se construit. La grève, c'est d'ailleurs une étape dans une mobilisation. Ça fait plusieurs mois, par exemple. On rencontrait samedi dernier des professeurs du lycée Utrio à Stein qui disent que ça fait des mois en fait qu'ils demandent un poste d'infirmier, des milliers d'élèves qui ont qu'un infirmier qui est là de temps en temps. Ils font des interpellations au rectorat, ils n'ont aucune réponse. Donc voilà, la grève c'est une étape et leur mobilisation. C'est quoi la prochaine étape ? Prend plusieurs formes et les formes que décident ensuite les. C'est quoi la prochaine étape pour le mouvement ? Mais ça, c'est les syndicats qui vont le décider et puis les enseignants. Mais vraiment, je pense que tout de même, un peu de respect. La légitimité, elle vient du fait que ce sont des personnes, pas simplement les enseignants, mais les infirmières scolaires, les CPE, etc., qui tous les jours sont censés transmettre des connaissances, du savoir. Mais pour vous, il y a l'amour de l'école dans des conditions qui sont inacceptables. Et tout le monde, d'ailleurs, heureusement, il y a quand même une approbation, un soutien très majoritaire dans la population. Parce que les gens savent quand même, voilà, on confie nos enfants à l'école, on espère le mieux pour eux, et ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, et on constate que ce n'est pas le cas, et donc oui, je trouve que c'est très légitime, heureusement qu'il y a un soutien populaire, et il faut soutenir ce mouvement-là, quoi. Sinon, justement, on voit que cette mobilisation est quand même exceptionnelle, parce que la dernière fois que toutes les organisations syndicales avaient appelé, enfin du moins d'enseignants avaient appelé à manifester ensemble, c'était en 2011, et donc voilà, on voit qu'il y a vraiment cette union des syndicats. Pourquoi les partis politiques ne suivent pas, et notamment la France Insoumise ? Pourquoi vous n'avez pas relayé l'appel à manifester d'hier ? Bien sûr qu'on a relayé, qu'on soutient, et d'ailleurs je peux vous assurer que sur le site de la France Insoumise, il n'y a rien. Je peux vous assurer que dans la manifestation parisienne où j'ai été présente, il y avait énormément d'enseignants, etc., dont des insoumis et des insoumises. Moi-même, j'étais présente en tant que députée, et dans plusieurs autres villes, des députés de la France Insoumise étaient aux côtés des enseignants. Et donc là, il n'y aura pas de division entre la France Insoumise et les syndicats ? Mais la question ne se pose pas, la question, encore une fois. Elle s'est posée il y a un an. Oui, par rapport à la loi de travail. Elle a été posée par un certain nombre... par Jean-Luc Mélenchon ? Non, par notamment de journalistes. Nous, on l'a toujours dit, sur toutes les luttes, on est au service de la mobilisation sociale. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon avait fait une manifestation à part indépendante des syndicats. Non, mais ça, c'est vous. Non, mais ça, c'est vous, encore une fois. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a organisé. Non, excusez-moi. L'appel à mobilisation pour la marée populaire ou pour le 5 mai, c'est un appel à manifestation large qui s'adressait à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a eu à ces manifestations
des syndicalistes, des associations, etc. Ce n'est pas un appel contre les mobilisations syndicales. Au contraire, nous étions également présents à ces mobilisations. Mais nous sommes un mouvement politique et nous assumons aussi nos responsabilités. Après, vous voulez lire ça comme une manière opposée, Martinez, Mélenchon. Ça, c'est votre lecture. Mais acceptez tout de même que ça, c'est votre lecture. Nous, on en a une autre et on l'a toujours dit. Nous sommes au service de la mobilisation. On soutient les appels à mobilisation et puis ensuite, les formes prennent ce qu'elles sont et on respecte tout à fait. Mais, et donc, cette mobilisation... Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait de contre-manifestation contre les syndicats. Nous étions présents. Vous pouvez retrouver les archives. Il y avait des piquets France Insoumise au bord de toutes les manifestations. Et par ailleurs, ce n'est pas des manifs ridicules non plus à laquelle on a appelé. Je pense que ça a participé aussi à la forme de mobilisation de l'ensemble de la société et pas juste des salariés, ce qui est normal pour les syndicats d'appeler les salariés. Nous, on est un parti politique, mais on appelle tous les citoyens. Voilà. Merci Daniel Obono, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Restez avec nous dans quelques minutes, nous aborderons avec Yanis Darras la réforme de la justice et Hugo Franceschi sera avec nous pour évoquer la question des logements indignes. Mais tout de suite, c'est Panic at the Disco avec Hugh Hopes sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h32 sur Fréquence ESJ, on est ensemble jusqu'à 21h avec la députée de Paris, la France Insoumise, Daniel Obono. Tout de suite, on parle des logements insalubres. Lundi 5 novembre, 2 immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne à Marseille. Le bilan est de 8 morts. Une marche blanche a été organisée pour leur rendre hommage. Les Phocéens accusent la mairie. Des perquisitions ont été menées aujourd'hui dans les services municipaux et au siège du bailleur social. On voit ça tout de suite avec vous, Hugo Franceschi. Qu'est-ce que les Marseillais peuvent attendre de ces perquisitions, Daniel Obono ? Mais qu'on comprenne comment de telles situations ont pu se produire, que des logements dans un tel état d'insalubrité, de dangerosité puissent continuer à être loués et qu'il n'y ait pas eu ce que devrait faire la loi, l'État, des contrôles, des évacuations bien avant, et voilà, que on comprenne comment on en est arrivé à ce drame-là et qu'il puisse y avoir, y compris rétribution par rapport aux dommages créés. Donc selon vous, la responsabilité est plus de l'ordre de l'État plus que de celle du maire de Marseille, mais les Jean-Claude Gaubin. Les responsabilités doivent être établies et c'est justement ce que doit faire l'enquête. Mais avant tout, je pense qu'il faut d'abord penser à la situation des personnes qui sont aujourd'hui évacuées parce que elles n'ont toujours pas retrouvé de logement. Ça fait partie aussi des demandes et des exigences. Donc il y a des gens qui se retrouvent à la rue, oui, dans des hébergements temporaires, et donc il faut s'assurer que ces personnes-là puissent être... Mais est-ce que c'est le maire de Marseille qui n'a pas fait assez ? Il est quand même maire de Marseille depuis 1995, écoutez, c'est Jean-Claude Gaubin. Oui, Monsieur Gaudin, mais ça, franchement, sur Marseille, justement, le bilan de Monsieur Gaudin, il faudrait toute une émission et plusieurs certainement pour le faire, et d'abord ce sont les Marseillais, les Marseillaises qui le feront certainement. Parce qu'il a affirmé avoir investi 1 milliard d'euros depuis 2011. C'est assez. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas suffisant pour prévenir ce qui s'est passé. Voilà. Et donc les responsabilités, encore une fois, politiques, juridiques des bailleurs, des marchands de sommeil doivent être établis et justice doit être rendue aux personnes qui sont mortes, parce qu'il y a quand même 8 personnes à cette heure qui sont décédées. Voilà, c'est avant tout ça, et ce qui s'est passé n'est pas un événement qui tombe du ciel. Il y a des raisons objectives qui auraient pu être empêchées. Et justement, sur la rénovation des immeubles dans les zones urbaines, Jean-Claude Gaubin, donc Gaudin, pardon, le maire de Marseille a affirmé que la rénovation pour les habitats privés était beaucoup plus dure à faire quand on gère une municipalité, parce qu'il y a des réglementations autour de la protection de la propriété qui sont très différentes. Comment le gouvernement peut légiférer là-dessus ? Vous qui êtes justement à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on peut faire comme loi, comme amendement pour changer ça ? On a certainement, et parce que c'est pas juste une question à Marseille. Il y a quelques mois, il y a 450 000 logements insalubres. Il y a eu également des incendies dans des immeubles meurtriers. Rappelons-nous ça. Les associations dénoncent. Il me semble que le rapport d'ailleurs de la Fondation Abbé Pierre
portait cette année ou l'année dernière sur la question du mal logement, des conditions dans lesquelles sont logées aujourd'hui les personnes, l'insalubrité chronique. Donc oui, il y a beaucoup à faire. Nous, on pense que l'État doit se saisir et de saisir des outils juridiques de réquisition, y compris, nous pensons que le droit au logement, à un logement décent, surpasse le droit à la propriété. On assume de dire que on doit pouvoir intervenir et on doit si les outils n'existent pas, on les crée. On avait dans le débat par exemple sur la réforme constitutionnelle nous demandé que le droit au logement soit du même niveau que le droit à la propriété et que dans certaines circonstances ce soit ça qui doit prévaloir. Donc voilà, il y a aujourd'hui, que ce soit les propositions portées par un certain nombre d'associations ou que les dispositifs qui existent aujourd'hui sur, alors c'est pas la question de l'insalubrité, mais sur le mal logement, l'ordonnance de 45, les réquisitions, ça existe. Faut juste s'en saisir et le faire. Et il y a un certain nombre d'élus encore dernièrement à Montreuil qui l'ont fait pour loger des personnes sans logement. Voilà, donc on a des outils. Il faut une volonté politique de s'attaquer à ce problème du et logement. Justement, en parlant de et le problème du marché de l'immobilier et du choix en fait d'avoir de laisser au privé le droit de déterminer. Et justement, en parlant de volonté politique, il y a eu le chef de votre parti, Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré la catastrophe était sûre. Il a communiqué là-dessus et il se base aussi sur un texte donc écrit par la Fondation Abbé Pierre en 2015 qui stipule qu'il y avait 40 000 logements jugés insalubres à Marseille. Pourquoi ? Vu qu'il est député de Marseille, pourquoi il n'a rien fait ? Parce qu'à cette époque-là, il me semble qu'il n'était pas encore député. Non, mais il est député depuis presque un an maintenant. Il est député, donc c'est le président de notre groupe parlementaire. Et ce qu'il a fait, comme les députés de la France Insoumise, c'est depuis un an proposer un certain nombre d'amendements. Comme je vous parlais tout à l'heure des amendements sur la révision constitutionnelle. Lors du débat sur la loi Elan, qui portait sur la question du logement, nous avons proposé une série d'amendements pour réformer cette question. Donc bien sûr qu'il l'a fait et plus que fait. La question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi le gouvernement a rejeté l'ensemble de nos amendements et n'est toujours pas à la hauteur des grandes promesses de Macron, comme quoi il n'y aurait plus personne dans la rue, etc. Nous avons fait notre travail et je pense que de ce côté-là, on peut vérifier sur les chiffres, on n'est pas les derniers à faire des propositions d'amendements, des propositions de loi qui sont systématiquement rejetées. Donc on pourrait certainement faire plus et mieux. Encore faudrait-il être en responsabilité pour le faire. Mais je vous assure que sur ce côté-là, voilà, on a fait ce qu'il fallait. C'est malheureux, malheureusement, de ne pas avoir pu empêcher ce qui s'est passé à Marseille comme à Aubervilliers il y a quelques mois. Mais c'est certainement pas à Jean-Luc Mélenchon qu'on va dire vous êtes député de Marseille, donc de conclure vous auriez dû régler avancer. tout le problème, quoi. Merci Daniel Obono, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. La réforme de la justice inquiète les professionnels du secteur, censée simplifier l'accès à la justice d'après Nicole Belloubet. Les avocats et les magistrats redoutent une dégradation du système. On en parle avec vous, Yanis Darras, bonsoir. Bonsoir Garance, bonsoir Daniel Obono. Est-ce que vous croyez à une justice plus simple et plus efficace grâce à cette réforme ? Ah non, pas du tout. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Parce que au nom de la simplification, la simplification c'est des bons mots. La réalité c'est qu'on a une des justices en Europe qui est la moins dotée en moyens. Alors la garde des Sceaux nous explique, mais en fait les comparaisons ça marche pas. Mais le budget pourtant cette année a déjà augmenté. Oui, mais comme il augmente depuis 2012, mais il est tellement il augmentera encore jusqu'à la fin du quinquennat. Il est tellement sous-doté qu'il faudrait faire un effort beaucoup plus conséquent pour que ça arrive à la moyenne européenne. Juste pour finir, rappelons qu'on est bien en dessous de la moyenne européenne en termes du nombre de juges par habitant et du service de justice. Et ça, pour le coup, tout le monde veut le reconnaître. La question, c'est que dans ce budget-là, y compris, il y a l'augmentation et à quoi Donc en fait, là, on cherche juste d'abord à se remettre au niveau européen. Il faut bien plus de moyens. Et puis, à quoi on met ces moyens ? Parce que une bonne partie de l'augmentation, elle est pourquoi ? Elle est pour construire 15 000 places de prison. L'argent ne devrait pas aller dans ces 15 000 places de prison. On pense qu'il faut faire en sorte de mettre moins de gens en prison, donc il faut remettre en cause l'inflation carcérale d'une part, et puis il faut former des magistrats, embaucher des greffiers, enfin il faut plus de gens. Si on veut, la question c'est de la poudre aux yeux cette réforme. C'est de la poudre aux yeux cette réforme. Ce qui est sûr, c'est que le texte lui-même, il y a plus d'une 50aine d'articles qui mélangent en fait plein de questions
souvent très différentes, fait du saupoudrage, oui, qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Je reviens sur cette question de la simplicité, la rapidité. Oui, on va tout dématérialiser, ça ira en un clic, mais ça ne veut pas dire qu'on aura une meilleure justice. Ça ne Nous, va pas, on pense ça ne que, va par pas exemple, améliorer les s'il y a- jugements pour les citoyens, pour nos citoyens, nos je pense concitoyens. que ça va faire reculer encore plus l'accès pour un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes, l'accès à la justice quand il faudra aller sur Internet et qu'on n'aura plus de personnes physiques pour aller au tribunal, quand on nous dira il y a Pourtant, il y a toujours un lieu de justice, mais en fait pour tel contentieux, il faudra aller à 20 000 km, etc. Et le problème de la justice, c'est qu'elle n'a pas les moyens humains et financiers, ne serait-ce que pour traiter les dossiers actuels. Pourtant, aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les délais sont beaucoup trop longs. Est-ce que Mais ça oui, ne va pas bien sûr. améliorer justement cette simplification, cette non, bah après, dématérialisation? on peut- C'est pas une première partie de solution, en tout Non, cas, c'est une pour vraie- simplifier c'est une l'accès à la fausse- moi, je justice. pense que c'est une En tout fausse- cas, réduire les délais. Je pense que c'est une fausse bonne idée, y compris en matière de justice, mais sur tout un ensemble de questions. Moi, je rencontre régulièrement les associations qui expliquent qu'aujourd'hui, elles font de la sous-traitance par rapport aux services sociaux, parce qu'on a tout dématérialisé, une bonne partie, la CAF, les préfectures, etc. Et qu'il y a une bonne partie des gens, dès qu'ils ont le moins de problèmes, les moins de questions, ils appellent, ils se retrouvent sur une plateforme et on les renvoie à Internet, alors qu'en fait, ils ont besoin d'avoir juste quelqu'un en face d'eux. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas accès d'abord à un réseau comme on peut l'avoir à Paris, qui ont des difficultés avec le numérique, et puis tout simplement, même quand on sait s'en Donc, en sortir, fait, la question de la justice, et là je parle de la justice, l'enjeu de la justice, c'est qu'il y ait une justice humaine, qu'on puisse expliquer. Donc en fait, La- l'investissement aujourd'hui, il doit se concentrer avant tout sur l'humain. sur l'humain, Le personnel. sur les moyens, sur plus de personnel qui puisse. Ça va plus vite quand on est en capacité de mieux juger les dossiers. Nous, on pense qu'une bonne partie doit être là et non pas dans 15 000 places de prison, parce que on construit des prisons, c'est pour les remplir, et on continue à être. On est une juste dans logique cette carcérale. démarche-là, juste de construire plus pour remplir plus. Bah, ça, c'est ce que on pourrait dire dans l'idéal, on construit, et c'est ce que défend la ministre, pour faire en sorte que la surpopulation soit réduite. Mais ça, c'est dans les faits, la réalité, c'est à chaque fois qu'on construit, on va les remplir, et donc la logique carcérale va continuer. Comment lutter contre la surpopulation dans le milieu carcéral? Juste pour expliquer, on est déjà en France régulièrement interpellé par toutes les institutions pour la surpopulation carcérale. Justement, les conditions, comment lutter etc. contre Mais il cette faut sortir surpopulation? une bonne partie des gens aujourd'hui, une partie significative des gens qui sont en prison ne devraient pas l'être. Par exemple, Il c'est faut créer une 30%. nouvelle échelle des peines Il finalement. faut également faire une nouvelle échelle, mais juste pour vous donner une idée, aujourd'hui 30% des personnes qui sont en prison sont en détention provisoire, donc ce ne sont même pas des personnes condamnées. Il n'y a eu aucune justice, etc. 30%, c'est une bonne partie de ce qui constitue aujourd'hui la Donc en fait, surpopulation. vous accusez le gouvernement de gonfler un peu les chiffres finalement? Non, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Mais le problème, c'est que, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on met en prison tant de gens ? Voilà, et la désescalade, mais c'est même pas juste la France Insoumise qui le dit. Vous avez cité tous les magistrats qui seront devant l'Assemblée là jeudi 15 pour manifester contre. Les magistrats, les avocats, les associations comme l'Observatoire international des prisons disent que la logique actuelle ne va faire que augmenter le nombre de gens en prison, que accélérer une justice à deux vitesses, où ceux qui auront les moyens d'avoir des avocats qui auront le temps et l'argent. On est encore dans la fracture etc. sociale alors. On est en plein dans la fracture sociale qui va s'accélérer aujourd'hui avec la réforme qui est discutée actuellement, qui va être discutée en séance. Alors, dernière question, la ministre de la Justice a également parlé donc justement de créer des plaintes en ligne. Est-ce que ça va améliorer la prise en charge de ces plaintes? Après, il y a un dispositif sur lesquels nous, je crois qu'on ne s'est pas prononcé, ou en tout cas sur un des dispositifs, on a voté pour, parce que c'est pourquoi pas. Ce qu'on dit, c'est que en soi, on n'est pas en soi contre le numérique et la numérisation. Si ça peut permettre qu'ensuite ça facilite le traitement du dossier, oui, pourquoi pas. Sur ce dispositif-là, en fait, il y avait déjà une procédure de pré-plainte en ligne. Voilà, c'est une facilitation de ce côté-là. Donc nous, on n'a pas de problème à soutenir ça, et on vote aussi souvent des amendements qui vont dans le bon sens. Mais tout ça, c'est on va dire les effets d'appel, le teasing, pour dire qu'en fait tout ça c'est vachement bien et que l'internet c'est vachement bien. Mais dans la réalité, c'est ce qu'il y a dans la loi va plus augmenter la fracture que la réduire entre les différents justiciables, et ça c'est un problème. Merci beaucoup Daniel Obono. Merci Daniel Obono, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ.
N'oubliez pas, tweeter, réagissez sur Facebook, Twitter avec le hashtag fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants pour l'agenda politique de la semaine. Et Yanis Darras sera également avec nous pour aborder les élections européennes qui arrivent en mai prochain. En attendant, on écoute Imagine Dragons avec Zéro. Fréquence ESJ. 20h49 sur Fréquence ESJ. On est avec vous en direct jusqu'à 21h avec Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Il y a une auditrice qui est en train de vous écouter, Daniel Obono, et qui voulait réagir sur vos propos de Benoît Hamon tout à l'heure. Elle vous a apostrophé. Je cite, « On vous préfère quand vous défendez nos droits plutôt que lorsque vous essayez de polémiquer ». Est-ce que vous souhaitez lui répondre ? Non, puisqu'elle m'interpelle, tant mieux si au moins elle aime bien quand on défend les droits, mais là la question c'était d'illustrer, alors j'aurais peut-être pas dit dire juste Benoît Hamon, dire François Fillon, Emmanuel Macron par ailleurs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais l'argument c'est la disproportion, et de fait oui, il y a une disproportion dans les deux affaires, encore une fois, rappelons-le, il y a 17 députés européens qui ont été dénoncés, plusieurs députés socialistes, mais aussi du MoDem, mais aussi de LR, etc. Donc oui, donc faut des éléments de comparaison. Je voulais pas juste cibler Monsieur Hamon, mais il se trouve que c'est parti de ceux dont on pourrait aussi se poser des questions sur la campagne, mais on les pose pas. On passe tout de suite aux élections européennes qui ont lieu dans moins de 6 mois, une élection qui se veut déterminante pour la France Insoumise. On voit ça avec vous, Yanis Darras. Manuel Bompard est pressenti pour être donc à la tête des listes de la France Insoumise aux prochaines élections européennes. Est-ce que c'est lui qui vous représentera lors de ces élections ? Ce sont 73 candidats et candidates, dont un binôme paritaire qui est proposé. Donc ce seront ces candidats et candidates-là en France, mais aussi les candidats et candidates des organisations avec qui nous travaillons au niveau européen et au sein du mouvement Et Maintenant le Peuple, dont on espère qu'ils formeront à Bruxelles un groupe déterminé à défendre les idées. Qui prendra le lead concrètement quand même ? Qui prendra la tête de liste finalement ? Ça va être une décision annoncée à la convention, parce que voilà, il y a un comité électoral qui s'est réuni, qui se réunit depuis plusieurs semaines, qui a proposé et soumis au vote des membres du mouvement la liste avec un ordre qui a été approuvé. Et on avait laissé justement une partie des candidatures à des personnes hors du mouvement, non étiquetées en tant que telles de la France. Vous voulez Insoumise, accueillir de nouvelles têtes finalement avec ces élections. Pourquoi ? Vous avez besoin de renouvellement ? Non, mais notre mouvement, il a toujours été ouvert à toutes celles et ceux qui étaient d'accord avec nos idées. Il se trouve qu'il y en a qui ne sont pas France Insoumise en tant que telles, ou qui ne le sont pas encore, et dont on pense qu'ils seront une aide. Il y a déjà eu Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann et des membres de ce courant-là qui ont quitté le Parti Socialiste et qui nous ont rejoints, et on est très heureux de les avoir avec nous pour renforcer le combat commun. Et il y en a d'autres, donc tout sera annoncé à la fin du mois de novembre. Vous verriez qui en tête de liste ? Nous, on a quel candidat ? Franchement, on a des gens très très bien. Il y a eu l'ordre qui a été proposé, mettait en avant notamment Manuel Bompard. Donc finalement, il ferait un excellent candidat en tant que tête de liste. Non, d'abord c'est une liste nationale avec des gens extraordinaires qui sont des syndicalistes, qui sont des militants associatifs, des lanceurs et lanceuses d'alerte. Voilà, donc il y a une liste avec un ordre qui a été déterminé, qui a été d'ailleurs proposé par la Commission nationale. Moi, j'en connais un certain nombre qui sont des camarades parfois de longue date. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que les têtes de liste seront un binôme paritaire, et que ça va être soumis et décidé par le mouvement selon différentes modalités. Donc voilà, mais moi je vais pas dire j'en aime beaucoup, j'en connais un certain nombre. Je trouve que qui que ce soit, on aura un beau binôme, parce que tous les candidats et les candidates qu'on a sont des gens. Qu'est-ce qu'il a Manuel Bompard finalement de plus que les autres alors? Qu'est-ce que vous avez avec Manuel Bompard? J'aime beaucoup Manuel Bompard, c'est un excellent directeur de campagne, un militant de terrain qui a ce programme de la France Insoumise et qui assume des responsabilités importantes dans le mouvement. Donc c'est un très bon. Il incarne le mieux vos valeurs finalement. Il l'incarne comme Leïla Chaibi les incarne magnifiquement, qui est aussi une militante des questions de lutte contre la précarité fantastique, comme
Cécile Loussier les incarne comme enfin voilà, justement nous ne sommes pas focalisés sur la figure donc vous de n'avez pas l'homme finalement un préféré, vous n'avez pas quelqu'un que vous aimeriez voir en tête de liste. C'est la question, je suis très contente de ne pas avoir été dans cette commission nationale parce que voilà, il faut choisir, et moi il y en a beaucoup, je vous parlais de Leïla Chaibi. Vous auriez aimé qu'elle soit tête de liste peut-être? Je pense qu'elle est en 4e position. Je trouve qu'elle est quand même plutôt bien positionnée. Je pense à Younous Omarjee, qui est notre député européen actuellement, qui est un des meilleurs députés de la. Il sera dans cette liste, Younous Omarjee. Il est dans la liste, bien entendu, et voilà, qui fait un travail extraordinaire, avec qui on travaille régulièrement. Moi, je suis à la commission des affaires européennes à l'Assemblée. Je pense à Sophie Rauser aussi. Donc non, enfin, Et vous auriez pu y être finalement sur ces élections européennes? Ah bah non, moi. Si vous n'aviez pas été député, vous auriez pu y aller finalement, vous? Bah, si je n'avais pas été députée, oui, peut-être, ou peut-être que non. Il se trouve que là, je suis députée, j'ai un mandat que je vais mener jusqu'à son terme. Et puis surtout, on a des gens extraordinaires et vous allez les voir, les découvrir, comme vous nous avez découvert, nous les 17. Vous verrez qu'il n'y a ni que Jean-Luc Mélenchon, ni que Manuel Bompard. Vous allez voir, c'est des gens très très bien, très différents et qui montrent justement la diversité des sensibilités de notre mouvement. Finalement, vous attendez quoi de cette élection, de ces élections européennes? Vous attendez quoi? Nous espérons une mobilisation forte parce que c'est traditionnellement une élection où il y a peu de participation et c'est un problème démocratique en soi, et aussi parce que cette élection européenne-là, pour nous, c'est un référendum contre la politique menée par Emmanuel Macron, qui est le copier-coller de ce que dicte la Commission européenne. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui à ce que les citoyens et citoyennes s'emparent de cette question-là et qu'on puisse défendre au Parlement, bien que ce Parlement n'ait pas les pouvoirs qui devraient être ceux d'un Parlement, comme nous le faisons à l'Assemblée nationale, défendre une autre vision de l'Europe, justement pour réconcilier les Français, mais l'ensemble des peuples européens avec l'idée d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la politique menée par M. Macron en France et ses alliés au niveau européen ont fracturé l'idéal européen, et c'est ça qui fait le jeu des 10 extrêmes, de l'extrême droite surtout pour nous. Et on y reviendra peut-être une prochaine fois, Daniel Obono. Et voilà, merci beaucoup. C'est l'enjeu démocratique pour une autre Europe. Il faut battre Macron à cette élection. Merci Daniel Obono, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. On termine cette émission par l'agenda politique de la semaine à venir. Jeudi, la Cour européenne des droits de l'homme se prononcera sur plusieurs requêtes faites par Alexei Navalny. C'était l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine lors de la dernière élection présidentielle russe. Il accuse justement Vladimir Poutine d'arrestations arbitraires et demande au juge de reconnaître le motif politique de ces arrestations répétées. Il s'était vu interdire de se présenter à l'élection en raison d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds dans une affaire datant de 2009. Est-ce que vous pensez que les accusations qu'Alexei Navalny fait sont justifiées, sont fondées? J'espère qu'en tout cas que la requête sera étudiée et la justice pourra faire le travail jusqu'au bout. Vous voyez bien que on a là un exemple, mais il y a d'autres opposants. Nous soutenons un opposant à Vladimir Poutine qui a subi de la prison, des arrestations arbitraires, qui est réprimé. Et voilà, donc c'est l'ensemble des oppositions aujourd'hui dans ce pays subissent des exactions de la part du gouvernement, et donc il faut en faire en sorte que ces requêtes soient étudiées et puissent aller jusqu'au bout. Samedi, enfin, aura lieu une journée de blocage des routes françaises pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant. La CFDT s'est exprimée sur ce blocage et elle n'appelle pas à participer à ce mouvement, car pour elle, il est récupéré politiquement et notamment par l'extrême droite, selon Laurent Berger. La France Insoumise ainsi que d'autres partis d'opposition ont apporté leur soutien au mouvement. Daniel Obono, est-ce que vous participerez à ce blocage? Écoutez, moi je suis députée de Paris, dans le 19e, on n'a pas vraiment les mêmes problématiques qui touchent un trop grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Mais ce que nous affirmons, la question c'est est-ce que cette mobilisation est légitime? Est-ce que les raisons pour lesquelles les gens se mobilisent aujourd'hui ne fait sont pas légitimes? Et nous pensons n'augmente que pas oui. cette taxe pour l'écologie, absolument pas. Empêcher les Français de prendre leur voiture? C'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a à peine 20% de cette taxe-là va servir à la dite transition écologique qu'est censé mettre en œuvre Monsieur de Rugy. Donc ce n'est absolument pas
pour financer la transition écologique. Et nous, c'est ce qu'on défend depuis un an déjà. Lors du débat précédent budgétaire, on a dit, dans la fiscalité écologique qui est nécessaire à un moment donné, nous, on privilégie le caractère progressif et on privilégie surtout, dans les impôts en règle générale, le caractère progressif. Et là, on privilégie, taxons le transport aérien, le kérosène qui est le plus polluant et le transport routier de marchandises. Je vais devoir vous couper, Daniel Obono. Donc la révolte est légitime et on espère que ce sera un succès parce que ça va peut-être bousculer un peu le gouvernement sur sa politique antisociale et anti-écologique. Merci Daniel Obono, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vous retrouverez bien évidemment cette émission sur YouTube demain. 7h, Fréquence ESJ vous réveille dans l'actuel jusqu'à 9h et à 20h, ce sera Storytelling avec Lucas Pierre et toute son équipe. Le prochain numéro de 20h l'invité, c'est mardi prochain. Nous recevrons la députée La République En Marche de la 3e circonscription des Yvelines, Béatrice Piron. Bonne semaine à tous. Fréquence ESJ.